Bonjour élèves de DEP1. Alors, une petite capsule cette semaine sur un petit refresh, donc un rafraîchissement sur certains éléments d'observation en examen de la peau. Donc, je sais que pour l'instant, certaines n'ont pas encore leur volume, vous n'avez pas accès nécessairement à vos notes de cours. Donc, pour la suite des choses, j'ai jugé bon de vous faire un petit retour. Alors, le premier point de la fiche d'observation de l'examen de la peau qu'on regarde souvent, c'est texture et grain. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous vous en souvenez. La texture et le grain, c'est en fait la grosseur des ostias. Donc, on peut avoir les ostias qu'on disait invisibles, visibles, dilatés. En gros, là, je n'irai pas trop dans le détail, mais vous vous souvenez entre autres que dilaté, c'est ce qu'on voit vraiment très facilement, qu'on voit que c'est plus gros que la normale, souvent dû à une surproduction de sébum qui peut être terminée, et ça, il faut faire attention. À un âge plus avancé, les ostias restent dilatés. Ils ont déjà produit du sébum, mais n'en produisent plus maintenant. Donc, c'est pas nécessairement un signe de surproduction sébacée. Donc, on regarde la texture, donc la grosseur des ostias et la texture, si on va dire, c'est hypokératinisé. Donc, si la peau, elle est trop fine, donc pratiquement comme du papier de soie transparente, normalement kératinisée, c'est ce qu'on recherche. Donc, une texture qui est normale, ça veut dire qu'on c'est pas trop épais et en même temps pas trop transparent, donc une bonne protection contre les éléments extérieurs et hyper kératinisé, une situation qui se produit quand même régulièrement, surtout dans les zones où est-ce qu'il y a plus de sébum. Donc, on parle du milieu du visage, donc ça peut être en T, en V, donc on doit sur la fiche inscrire les endroits où est-ce que c'est hyper kératinisé. Comment on le sent? Ben ça, c'est avec la pratique, hein, c'est la pulpe de nos doigts qui va nous le dire. C'est les zones où est-ce qu'on sent que y a une épaisseur, là. Donc, on va sentir vraiment que comme s'il y avait trop de cellules kératinisées sous le doigt. Donc, ça, c'était la première section pour vous remettre dedans. Deuxième, hydratation superficielle. Donc, ce qu'on cherche, c'est des signes de déshydratation. Donc, il y avait plusieurs, il y en a plusieurs, mais on parlait entre autres de desquamation. Donc, vous savez, c'est quoi? C'est quand il y a des petits squames, donc des espèces de petites galettes. On grossissait ça, alors, tu sais, vraiment avec un microscope, on verrait que c'est vraiment plusieurs cellules cornées qui se détachent, toutes collées ensemble. Donc, ça, c'est un signe quand même assez évident de déshydratation et qui compte vraiment. Il y a aussi tout ce qui est dans la sensation de tiraillement, etc. Évidemment, ben plus on a ces signes-là de déshydratation, on parle aussi des petites craquelures, c'est toutes des choses qu'on a déjà vues, ben évidemment, plus haut en superficie et le nombre va nous dire le niveau de déshydratation de la personne que l'on observe. Donc, jusque-là, j'espère que ça va. C'est supposé d'être facile pour vous. Hydratation profonde, la prochaine section, là, on parle en fait lorsque, ben finalement, on a des problèmes d'hydratation, mais dans le derme. Donc, ça s'explique comment? Ben ça s'explique par des rides, des ridules, des rides. Il y a des rides plus profondes aussi, à différents endroits du visage. Donc, on va faire un petit rafraîchissement ensemble sur le nom des rides. Ici, ben c'est frontal. On a aussi ce qu'on appelle des fois la ride du lion, tu sais qu'on peut avoir une ou deux ici. Les fameuses pattes doigts, nasogéniens, donc la ride du sourire ici. On a les périlabiales, ça veut dire autour de la bouche. Il y a les rides au niveau du cou aussi. Il y en a d'autres, tu sais que certaines personnes, mais en tout cas c'est les plus fréquentes là, que je revois avec vous. Évidemment, ben quand on commence à vieillir, ben ça commence toujours par une ridule souvent d'expression. Ça veut dire que c'est les endroits où est-ce qu'on fait toujours les mêmes mimiques. Ça va commencer tranquillement. Peut-être vous en avez déjà à votre âge des petites ridules qui restent là. Qui sont toujours dues à la même expression qui se répète, quelqu'un qui plisse les yeux ou, exemple, quelqu'un qui fume, si ça peut avoir une petite ridule. Et après ça, ben ça devient une ridule qui est toujours présente et si elle continue, évidemment, ben elle va devenir à l'état de ride. Ça, c'est la première partie de l'hydratation profonde. Il y a aussi la partie tonus. Donc là, on parle finalement des fibres
qui sont en train de... Tout ce qui est élastique dans le derme, qui finalement, nos fibres élastiques qui commencent à faire dur un peu. Et là, finalement, c'est la peau qui va tomber un petit peu. Donc, par le poids. Là, on parle entre autres de l'aptose des paupières. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça, c'est la paupière qui tombe. Il y a aussi tout ce qui est, et là, on le voit bien à mon âge, tu sais, ça commence, les bajoux, ici aussi, on va avoir des zones où est-ce que le tonus commence à tomber. Et ça, comment on le voit quand on examine la peau, c'est pas quand la personne, elle est comme ça, à la verticale, mais quand elle est couchée, on va voir ici la perte de tonus, là, donc ça va tomber ici. Quand il n'y a plus du tout de tonus au niveau de la peau, ben on appelle ça un état de flaccidité. C'était un élément à gauche qu'il faut cocher lorsqu'on est rendu qu'il n'y a plus rien là. Donc, jusque-là, ça va. Donc, vous avez vu le PowerPoint sur les synthèses en examen de la peau. Ben, vous savez maintenant qu'il y a comme 2 points à inscrire. Il y a le niveau de vieillissement qui est par les rides. Donc, le nombre et la superficie des rides. Et il y a aussi le tonus sur lequel on va donner une catégorie. Donc, un tonus bon, moyen ou faible. On continue. Oh, j'ai oublié de changer mon papier. Dans la zone circulation, et là, on parle de tout ce qui est circulation sanguine. Là, vous savez, on est en grand changement qui c'est pas encore clair. Puis là, vraiment, avec tout ce qui se passe dans le contexte, bien évidemment, ces points-là n'ont pas pu être éclaircis avec le Collège des médecins. Mais tout ce qui est notion de diagnostic, on peut observer des choses, mais ça va être plus dans la divulgation, donc dans le fait de le dire à la cliente qu'on pourra pas. Il y a maintenant des conditions qui sont considérées, tu sais, vraiment comme médicales. Donc, ce sont les médecins, les professionnels de la santé qui peuvent le dire à la clientèle. Nous, c'est pas notre cas. Donc, il y a des choses qu'on peut observer, qu'on peut se dire, oh, ça me fait penser à, mais qui vont nous donner un niveau de sensibilité au niveau de la circulation sanguine de la cliente, mais pour lequel on ne pourra pas nécessairement lui dire. Ça, j'en reviendrai plus tard dans une nouvelle capsule qui va s'appeler la divulgation des constats. Donc, comment on parle à la cliente après l'examen de la peau. Donc, si je reviens au niveau de la circulation, ben là, c'est tout. On l'a vu ensemble. D'ailleurs, c'était un cours qu'on a vu, vous et moi, au niveau de tout ce qui est signe de sensibilité. On parle d'érythème lorsque c'est passager. Donc, je suis gênée, je rougis. C'est parti, ma rougeur s'estompe, érythème. Érythème solaire ou érythème actinique, ça c'est le fameux coup de soleil, donc qui lui aussi est une condition passagère qui donne vraiment un bon niveau de sensibilité, là, on se le cachera pas, mais qui est quand même, qui est pas à vie, donc qui part. Après ça, on est rendu à érythrose, ça c'est lorsque la rougeur, elle est toujours permanente. Bien sûr, dans la fiche, il faut toujours inscrire les zones où est-ce que ça se produit. Donc, ça, on peut se confirmer en demandant à la cliente si les rougeurs qu'on observe, exemple, sur ses joues, pommettes, si c'est toujours là ou c'est parce que elle a chaud ou il y a une autre condition. Donc, si elle nous dit c'est toujours là, puis nous, on l'observe tout le long du soin, on se rend compte que la rougeur ne disparaît jamais, on est en présence d'érythrose. Bon, maintenant, il y a la fameuse couperose qui est maintenant, c'est une condition médicale. Donc, dans les faits, au niveau esthétique, la couperose, c'était un mélange d'érythrose et des fameuses télangiectasies, donc des petits vaisseaux capillaires qui sont éclatés et visibles de l'extérieur. Donc, vous vous souvenez, si on les voit, c'est que dans les faits, ils sont dans le derme, donc dans la deuxième couche, mais l'épiderme étant plutôt transparent, bien là, on voit le capillaire qu'il est dilaté. Donc, ça, c'est la télangiectasie. Quand on a la présence des deux, rougeur dans une même zone, plus dans la même zone des télangiectasies, en esthétique, on dit qu'on est en présence de couperose. Donc, évidemment, ça augmente le niveau de sensibilité. Dans les faits, c'est que il y a des produits ou des techniques qu'on ne fera pas en présence de couperose où on va prendre des précautions particulières. Là, maintenant, bien évidemment, il y a d'autres conditions au niveau de la circulation qui font aussi partie des conditions médicales. Les clients peuvent nous dire qu'ils souffrent de rosacée, qui est comme un état de complication d'une couperose, allant jusqu'à un fameux, je ne sais pas si vous vous souvenez, du gros nez, là, rhinophyma. Donc ça, c'est comme un niveau de rosacée à un niveau élevé. Donc, tout ça pour dire qu'on peut le cocher si on le suspecte. On peut écrire suspecté pour faire attention dans nos choix de produits et techniques, mais on ne le dira pas nécessairement à la cliente.
Évidemment, pour ce qui est de la synthèse, bien, plus on a des problèmes circulatoires sur une grande zone et quand on en a plusieurs, bien évidemment, plus le niveau de sensibilité globale va être augmenté. Donc, ça, c'était pour ce qui est de la circulation. Il y a un autre élément aussi au niveau de la circulation qu'on va devoir reparler, c'est plus au niveau de sensibilité au frottement, etc. Donc, les gens qui font du dermographisme, donc si moindrement on les manipule, tu sais, quand on le fait, le test dans le cou, il gonfle, etc. Bien là, ça, mais c'est des conditions qui sont passagères. Bien, c'est une sensibilité aux manipulations. Fait que ça aussi, on va le prendre en note parce qu'il y a des choses, et là, je pense entre autres, vous savez maintenant ce que c'est qu'un exfoliant à granules ou des appareils, exemple de la microdermabrasion où est-ce qu'on va frotter quelque chose, une espèce de papier sablé, c'est le cas de le dire, avec une pointe à diamant, etc. Bien, ça peut occasionner un gonflement, la cliente ou le client va réagir. Donc, type de peau, c'est la prochaine section. Donc là, ce qu'on regarde, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ces termes-là, il y en a une panoplie. Là-dedans, la condition qui est médicale, c'est tout ce qu'on dit quand la personne a de l'acné. Donc, l'acné, c'est une maladie. Donc, nous, on n'a pas le droit de la diagnostiquer. Mais par exemple, il y a plein de signes au niveau de surproduction. Donc, on peut être en présence de comédon. Donc, de comédon ouvert, ça, c'est le fameux petit point noir. Comédon fermé, qui s'appelle aussi microkyste, qui est en fait une petite bosse où est-ce qu'il y a de la sécrétion sébacée, mais il n'y a pas le petit bout noir parce que c'est en dessous, de la couche cornée. Et quand on l'extrait, ça fait une espèce de petit serpentin blanc, donc une sécrétion qui sort blanchâtre, là. Il y a aussi les sécrétions retenues, qui sont des petites sécrétions jaunâtres, un petit peu liquides, que souvent quand on va extraire au niveau des ailes du nez, du pli du menton, dans des plis, en fait, du visage qui sont naturels. Il y a toute la famille des fameux boutons. Donc, papule, qui est un bouton rouge, pustule, qui a la petite tête blanche, donc qui a du pus donc à l'extérieur. Évidemment, tout ce qui est ça, on ne manipule jamais. Il y a évidemment tout ce qui est acné. Donc, vous savez que tout ça, c'est très important lorsque vous allez vous allez observer d'inscrire les localisations. Parce que c'est grâce à ces localisations-là que vous allez pouvoir déterminer ce qu'on appelle le type de peau. Et le type de peau se détermine avec la superficie et les problèmes sébacés qu'il y a. Donc ça, on l'a vu, il y a plusieurs types de peau différents. Nous, à l'école, on s'est entendu les enseignantes pour déterminer des types de peau particuliers. Donc, on parle de peau alipique. Donc, une peau alipique, c'est une peau qui manque de sébum, dont le sébum est tellement absent que ça en est inconfortable. La cliente manque de gras pour, je vous dirais, rendre la peau élastique. Il y a aussi la peau normale, qui est la peau souhaitable que peut-être certaines d'entre vous ont à votre âge. Donc, très peu de comédon, peu de problèmes sébacés, pas d'hypersécrétion, évidemment, pas de boutons ou extrêmement, une papule par année ou par 6 mois. La peau, ce qu'on appelle tendance grasse, nous, au centre, donc... où est-ce que les problèmes sébacés, ce qu'on parle de comédon ouvert, quelques comédons fermés, mais pas vraiment de papules, etc., va se situer dans la zone T, donc dans le front et ici au niveau du milieu du visage, de l'axe, mais sans trop déborder. La fameuse peau mixte, qui nous, au centre, nous la considérons comme étant les problèmes sébacés sont dans le milieu du visage, mais là, on étire un peu. Ça veut dire qu'on s'en va ici sur les côtés de pommettes. Et aussi les tempes, c'est un bon indice. Si vous avez quelqu'un qui a une surproduction de sébum ou qui a des petits comédons ici, c'est un signe que la peau est plutôt mixte. Grasse, c'est lorsque les problèmes sébacés sont partout. Ça veut dire que vous allez retrouver des ostias, mais des ostias qui produisent encore des comédons, quelques papules, des pustules. Et évidemment, on a la peau comédonienne. Quand une peau est comédonienne, c'est qu'elle a tellement de comédons ouverts et fermés, ce n'est pratiquement que ça. Fait que c'est pas une peau qui est en luisance, qui est en surproduction de sébum parce que tout est emprisonné en dessous.
Mais une peau comédonienne n'a pas tant que ça de papules. Ça veut dire qu'il n'y a pas de phase d'inflammation, donc de boutons. Donc ça, c'est une peau qui est souvent très épaisse, donc hyper kératinisée partout, mais avec énormément de comédons. Évidemment, on vous l'a dit aussi, ces problèmes-là peuvent être sur toute la superficie, mais ça peut être aussi une condition sur une zone du visage. Exemple, on peut avoir quelqu'un qui a une peau mixte, donc qui a des problèmes sébacés, quelques comédons ici, mais que la zone du front, il y a énormément de comédons. Exemple, quelqu'un qui est un très grand sportif, qui a un casque ou qui a quelque chose qui occasionne un frottement. Donc, ça se pourrait que la personne ait la peau comédonienne, une tendance comédonienne, mais seulement dans le front. Il y a aussi la peau séboréique. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de vous parler. C'est quelqu'un qui, au contraire, n'a pratiquement pas de comédon, ni de comédon ouvert ou fermé, mais que sa peau produit énormément de sébum. Tellement de sébum qu'elle luit constamment. Et un bon signe pour la remarquer, c'est que quand on fait ce fameux examen de la peau-là, déjà, après quelques minutes, on a nettoyé le visage et on l'a tonifié. La peau, elle est déjà en surproduction de sébum. On va la toucher, on va sentir avec nos doigts qu'il y a un effet collant qui est amené par le sébum. Ça aussi, on peut avoir une zone séboréique, mais aussi visage au complet. Et lorsque c'est le cas, il n'y a pas de comédon parce que le gras sort, donc le sébum sort naturellement constamment. Donc, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il luit toujours, du matin au soir. Et évidemment, il y a la fameuse peau acnéique. Donc, la peau acnéique qui peut être partout, qui est un mélange, en fait, qui a la fameuse bactérie responsable de l'acné qui est à l'intérieur. Donc, c'est une peau qui doit être traitée par un dermatologue. Donc, on peut avoir le visage au complet, mais on peut avoir des zones aussi. Des fois, ça arrive qu'au niveau du visage, ça se passe bien, que ça va se passer moins bien ici au niveau du décolleté ou entre autres dans le dos. Donc, ça, c'est très fréquent. Donc, évidemment, on doit référer la personne à un dermatologue, médecin de famille pour qu'il la recommande à un dermatologue. On termine bientôt, je continue. Donc, il y a les fameuses imperfections. Les imperfections, c'est tout ce que finalement n'est pas dans les autres catégories. Et là, on parle de névus, on parle de papillons, mais même le papillon, il semblerait que maintenant, c'est un diagnostic lorsqu'on le dit, le fameux acrocordon, là. Donc, toutes les verrues séboréiques, etc. Donc, ce sont toutes les xanthelasma, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des dépôts de cholestérol, là, donc de gras qu'on peut avoir sous et sur la paupière. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, mais qu'on doit être capable de reconnaître aussi, là, pour savoir. Des fois, il faut juste isoler la zone pour ne pas mettre de produits dessus. Et on termine bientôt. On termine par les dyschromies. Donc, les dyschromies, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des problèmes de coloration de la peau. Donc, soit une surproduction, donc une hyperpigmentation, des trucs plus foncés, des signes plus foncés sur la peau, ou à l'inverse, plus pâle, donc une hypochromie. Et on parle entre autres de ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est du vitiligo, donc la fameuse maladie qui fait qu'il y a des zones sur le corps et le visage qui sont complètement décolorées là, à blanc. Donc, nous, ce qu'on va parler souvent dans les dyschromies, c'est les fameuses hyperchromies amenées par taches pigmentaires, les lentigos, les éphélides, donc les taches de rousseur. Donc, tout ça, bien évidemment, il faut inscrire les zones sur notre fiche d'analyse et on va devoir donner une espèce d'idée générale de la dyschromie. Est-ce qu'on est en présence, je vous dirais, de quelqu'un qui est hypopigmenté, hyperpigmenté, parce que ça, il y a des produits maintenant au niveau cosmétique qui ont un effet qui peuvent pâlir les taches pigmentaires, exemple, qui peuvent pâlir des appareils aussi. On parle de photorajeunissement qui ont la particularité de pouvoir enlever ces petites taches-là d'hyperpigmentation. Donc, tout ça qu'on vient de voir ce matin ensemble pour vous rafraîchir la mémoire, je sais que j'ai parlé vite, mais je voulais pas faire un petit cours qui était trop long.
Ben, c'est pour vous amener à ça. En fait, quand on va avoir terminé l'examen de la peau, qu'on va avoir déterminé notre synthèse, qu'on va lui donner un degré, je veux dire en circulation, type de peau, hydratation profonde, les rides, c'est quoi mon problème majeur? Donc, c'est quoi que je dois régler? Qu'est-ce qui est sur le visage le plus important, le plus visible, le plus étendu et sur lequel j'ai un pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on va déterminer, un, avec nos yeux, deux, aussi avec le pouvoir qu'on a. On va voir, vous allez voir plus tard qu'il y a des problèmes majeurs sur lesquels on a une action qui est plutôt rapide et d'autres que ça prend plusieurs soins, ça prend des produits à domicile et ça prend des fois même des changements d'habitude de vie auprès de la cliente pour obtenir un résultat. Donc, ben ça, c'est avec une discussion à la cliente et selon son budget, selon ce qu'elle est prête à faire et à faire comme changement, ben on va déterminer notre fameux problème majeur. Donc, tout ça, c'est pour s'amener vers là. Donc, j'espère que ça vous a aidé un peu. Plus tard, je vais vous envoyer un exercice visuel avec des signes que je vais vous demander justement identifier quel est le nom de cette imperfection-là, etc. On va se remettre dedans comme ça. Donc, je vous souhaite une belle semaine, puis on se reparle bientôt.